Nous habitons dans un monde de plus en plus chaud où les conflits et leur lot des réfugiés prolifèrent, un monde dans lequel les sociétés poursuivent leur course aveugle à la surconsommation. La réalité des dérèglements climatiques et les besoins impérieux d'agir à la mesure de l'enjeu nous concernent tous sans exception. Propos de Yann Arthus Bertrand, photographe environnementaliste français, fondateur de Good Planet. Madame, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de ces nouveaux numéros de votre magazine environnemental et des développements durables. RDC Environnement, bienvenue à toutes et à tous. Dans cette émission, nous allons nous rendre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour rencontrer le directeur du jardin zoologique de Lubumbashi pour vous faire découvrir ces joyaux de la biodiversité, mais qui se meurent faute d'attention de la part du pouvoir public. Et puis Okeplast, avec les projets Kintoko en appui au programme Kinpopeto, ne cesse de marquer des points. Une délégation gouvernementale est passée dans les installations de l'usine Kintoko à Kinkabwa. Nous terminerons par la rubrique événements à venir pour annoncer, voulais-je dire, les faits qui vont faire l'actualité environnementale dans les jours à venir. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais en titre, RDC Environnement se rend d'abord à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo dans son ensemble est un joyau de la biodiversité. Mais celle-ci est parfois en danger, particulièrement dans les jardins zoologiques, comme c'est le cas des espèces animales se trouvant dans les eaux de Lubumbashi, dont le nombre de pensionnaires ne fait que décroître. Notre équipe est passée par cet espace qui participe à la conservation des populations animales dans leur milieu naturel pour échanger avec Placide Mbala, directeur du zoo de Lubumbashi. Quel est l'état des lieux de ces jardins au jour d'aujourd'hui? Voici la réponse dans ces commentaires de Ruben Mayoni sur les images de nos confrères du magazine Objectif Vert. La RDC est considérée comme pays de méga biodiversité. Que des espèces animales et même végétales endémiques qui ne se trouvent nulle part qu'en République démocratique du Congo. Le pays s'est même engagé à épargner 17% de son territoire à la conservation. C'est ainsi que certaines espèces sont conservées dans les jardins zoologiques et botaniques. Au jardin zoologique de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, quelques espèces peuvent encore être comptées dans cet espace de conservation de populations animales dans leur milieu naturel en soutenant des projets de sauvegarde pour permettre la survie des espèces. Le jardin a été créé en 1932 par une association des amis de la faune et de la flore à l'époque. Et cette association était dirigée par les hommes qui avaient beaucoup d'argent à l'époque, qu'on appelle les colons. Et ils ont évolué jusqu'à 60, où il y a eu l'indépendance. Et ils sont tous partis. Mais 3 ans après, les gens de bonne volonté, ils sont rentrés, ils ont récupéré le personnel, ils ont commencé à repeupler, ils ont commencé à réfectionner les cages. Et pendant ce temps, il y avait encore autour de 1000, plus ou moins 1000 pensionnaires. Mais ils ont évolué jusqu'en 1976, que l'État a repris. Il a confié au ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, lui aussi à son tour, il a travaillé. Il a vu que non, il a fallu créer une institution qui devait s'occuper seulement de la conservation de la nature. C'est ainsi qu'on avait créé l'Institut des jardins zoologiques et botaniques du Congo. Lui s'occupait seulement des jardins zoologiques et botaniques du Zaïre à l'époque. Bon, ils ont évolué, tant bien que mal. Et les animaux commençaient à diminuer, jusqu'à ce qu'il y a eu réforme des entreprises publiques. L'Institut des jardins zoologiques du Congo était devenu un établissement public de l'État. Et en 2011, ils ont fusionné l'Institut des jardins zoologiques du Congo avec l'ICSN qui s'occupait des parcs nationaux. Maintenant, les jardins zoologiques et les parcs nationaux sont dans une entreprise qui s'appelle ICSN. Placide Mbala, directeur du zoo de Lubumbashi, fait l'état des lieux. Ce jardin, aujourd'hui, avec
l'évolution, avec le décès, avec la mortalité et consorts, nous sommes restés avec 208 pensionnaires sur plus ou moins 1000 et quelque chose. Et chaque année, tu sais, les animaux, il y en a ceux qui deviennent par la vieillesse, qui meurent par la vieillesse, par maladie. Hein, il y en a ceux qui étaient peut-être transférés ailleurs par échange, d'où il y a diminution de ce nombre de pensionnaires. Mais les jardins zoologiques de Lubumbashi s'émeurent. De plus de 1500 pensionnaires aux premières loges de sa création, les jardins ne comptent aujourd'hui que quelques 200 pensionnaires qui mourront davantage si l'on y prend garde. Ici, à Lubumbashi, nous avons de grands mammifères. Nous avons le lion, un couple de lions. Nous avons un couple de tigres qui n'est pas à Lubumbashi, particulièrement à Kinshasa, qui n'est pas à l'Équateur. Nous avons des zèbres qui sont pas Kinshasa, je crois aussi. Et nous avons des chimpanzés, qui sont des animaux protégés. Nous en avons ici, je crois, il n'y en a pas à l'Équateur. Et nous avons plusieurs espèces de antilopes. Et aussi des crocodiles qui datent de plus de 50 ans. Ils sont encore avec nous ici. De nombreuses espèces animales devront évidemment être réunies dans ces eaux, pour la plupart sauvages, vivant dans des espaces clos. Mais hélas, malgré tout, les eaux de Lubumbashi a quand même une particularité et qui maintient la biodiversité animale dans un état acceptable. Ici, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est bon parce que vous avez vu la diversité que nous avons ici. Nous avons la diversité des animaux, nous avons les arbres qui sont vieux aussi. Et puis, en fait, on en a plus que Kinshasa, plus que Sangari. En son temps, il y avait un seul directeur qui s'occupait des jardins zoologiques et botaniques. Maintenant, nous avons 2 directeurs. Il y a moi qui m'occupe de jardins zoologiques. Il y a mon collègue qui s'occupe des parties botaniques. Donc, comme ça, nous sommes divisés. Et il y a des gens qui sont chez nous, il y a des gens qui sont chez lui. Ces animaux ont pour but le divertissement, la conservation des espèces, la pédagogie et la recherche scientifique. La sauvegarde des espèces menacées de disparition dans leurs habitats naturels, entretenant des spécimens représentant leurs espèces dans des conditions optimales, demeure un défi quotidien dans cette aire protégée qui combine faune et flore dont les visiteurs se font de plus en plus rares. La culture environnementale devrait donc être de mise. Ici, il y a 2 périodes. Il y a une période où les gens ne viennent pas seulement, mais surtout les élèves. Les élèves viennent très très nombreux pendant la période de mois d'avril, mai, juin. Là, nous avons un grand nombre d'élèves qui viennent. Et les autres mois, il y a diminution de gens par couple. Mais tu sais, les gens ne peuvent venir souvent quand il y a diversité des animaux. Comme nous avons les animaux qui datent de 10 ans, qui datent de 15 ans, ils sont toujours là. Et les gens se sont fatigués de venir voir. Ils peuvent venir aujourd'hui, demain, après-demain. C'est la monotonie, ils ne peuvent plus revenir. D'où il y a une facilité peut-être de renforcer par d'autres espèces qui ne sont pas ici au jardin. À ce moment-là, vous aurez le temps que les animaux peuvent facilement, les gens viennent visiter aujourd'hui, demain ils changent, ils voient notre animal, demain il va voir celui-là. Mais s'ils continuent à venir tous les mois, toutes les années, même animal, à ce moment-là, vous diminuez aussi le nombre de visites des gens qui doivent visiter. Les difficultés à la conservation de ces espèces de ces sites se laissent transparaître. Le directeur Placide Mbala, ne sachant à quel sens se vouer pour sauver ce qui est resté, se tourne vers l'appui de partenaires privés. Les gens qui viennent, vous savez, c'est question d'éducation. Nous sommes attelés à éduquer chaque jour ceux qui viennent. Ils doivent conserver les animaux, ils doivent protéger les animaux, ainsi de suite. Alors, avec cette éducation-là, certaines maîtrisent, ils disent non, en tout cas, c'est nécessaire de protéger les animaux. Bien sûr, il y a d'autres qui ne viennent pas, qui savent les animaux c'est quoi, pour eux c'est à manger, pour eux c'est tuer, mais nous sommes en train d'éduquer pour que chacun de nous sache qu'il faut maintenir les animaux, commencer à les conserver. Le salut du directeur Placide Mbala ne peut venir que de l'ICCN et de l'État propriétaire de ces jardins zoologiques. La difficulté, c'est celle de ne pas avoir beaucoup d'espèces animales, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne peuvent venir que s'il y a diversité d'animaux. Ceux qui ont vu le lion il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils ne reviennent plus. Alors, ceux qui ont vu les zèbres ne reviennent plus. Il faut nécessairement que l'État pense
à ce qu'il y ait diversité d'espèces. Hier, il y a eu le zèbre, aujourd'hui, ce sera peut-être la girafe, le lendemain, ce sera tel animal comme ça. Cette diversité d'animaux attire les gens à venir vers le jardin. Les noms que vous avez vus sont les noms des sponsors. Ces sponsors donnent le fonds aux partenaires. Nous avons un seul partenaire qui est Madame Forest, l'épouse de Monsieur Forest. C'est lui qui est le partenaire de l'ICSN, qui a signé le contrat. Et c'est tous ces gens-là donnent le fonds avec lui et chez lui, lui amène ici pour le fonctionnement. Alors, et c'est vrai, ce fonctionnement, il faut nécessairement, l'État doit prêter main forte à celui-là. Tout ce que ces gens-là donnent ne peut pas faire fonctionner le jardin du 1er au 30 ou de janvier à décembre. Et tu sais, il y en a qui parfois se fatiguent. Aujourd'hui, il a donné, l'an demain, il ne donne pas. Alors, le fonctionnement devient compliqué. Mais ce qu'il donne là, on se bricole avec ça. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Mais ça nous donne quand même le moyen de fonctionner. Car il ne se l'explique pas que le jardin botanique, zoologique et privé soit plus florissant et ce public meurt davantage. La tâche est comme à l'État congolais, donc sous couvert de l'ICSN. Parce que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est lui qui a le CITES, c'est lui qui a l'autorité, qui a la facilité de faire amener les animaux ou faire sortir les animaux. La seule personne ou la seule institution, c'est l'ICSN qui peut facilement repeupler ces jardins ou les autres jardins du Congo. C'est lui qui a l'autorisation. Alors, comment vous expliquez le fait qu'à côté, seulement ici, il y a des forêts, à côté, il y a des zoos privés, des parcs privés qui ont une population abondante d'animaux et que les zoos de Lubumbashi, qui est l'organe de l'État qui devait normalement contenir, être le miroir, n'est pas d'animaux. C'est l'État qui doit tout faire pour le peuple. C'est l'État dans l'environnement qui doit donner les moyens à l'ICSN. L'ICSN, lui, fait le nécessaire pour ramener les animaux. Même pas acheter, mais c'est lui qui donne l'autorisation aux particuliers d'avoir des animaux. Ils peuvent dire à ces particuliers, non, au lieu de 10, je vous donne 10, vous me donnez 2. Je vais peupler le jardin pour le public. Pas le jardin ici, c'est pour le public. C'est-à-dire que le privé, c'est d'une façon distincte. Mais le public, tel que le prix que nous mettons, ils ont la facilité de venir visiter, les autres qui se trouvent d'ailleurs au centre. Et la seule personne, la seule institution qui peut tout faire, il n'y a que l'État congolais au travers des CSN. Pour remédier à tout cela, Placide Mbala lance un cri d'alarme. Le problème à venir, c'est ce que nous crions toujours, nous disons, il faut nécessairement que l'État nous prête main forte. L'État, c'est l'ICSN, l'État qui est l'environnement, qui nous prête main forte. Et à partir de ça, nous pouvons voir d'autres animaux. À partir de ça, nous pouvons créer des recettes. Et puis, quand nous avons ça, le zoo va se rayonner. Le zoo va prendre sa robe d'antan qui était à l'époque, les gens n'allaient pas ailleurs s'il n'a pas visité le jardin zoologique. S'il est ailleurs, il est chez Lubumbashi, il doit nécessairement visiter le jardin zoologique. Mais maintenant, il peut venir ici, le jardin zoologique, qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Est-ce que c'est le lieu qu'on a vu depuis longtemps? Est-ce qu'on peut encore aller le voir? Alors, nous devons tout faire, ou l'État doit tout faire pour nous aider à soutenir, à ménager et puis à repeupler. Comme qui dirait, si l'on ne peut pas récupérer ce qui est perdu, il est possible de sauver ce qui reste. Il faut signaler que le jardin zoologique de Lubumbashi date de 1932. En cette année 2022, il a totalisé 90 ans jour pour jour. Mais son peuplement laisse aujourd'hui à désirer car le jardin n'a plus assez de pensionnaires. Une politique de repeuplement et de prise en charge par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN est vivement souhaitée. Restons encore à l'intérieur du pays en nous rendant au Nord Kivu, plus précisément à Goma, où les conseillers du gouverneur à l'environnement Dani Yangba a sensibilisé ses administrés sur la nécessité du reboisement de sa province dans le cadre du programme du chef de l'État, 1 milliard d'arbres d'ici à 2023 et pour lutter contre le changement climatique. Suivez. Chers compatriotes, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Komba Constant,
j'ai l'honneur de saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2023 à travers le programme Jardin scolaire ayant pour objectif lutter contre le réchauffement climatique, atténuer et réduire les gaz à effet de serre dans le but de la sauvegarde de l'humanité. Mes remerciements s'adressent aussi au vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a diligenté une mission conduite par son conseiller en charge du reboisement pour exécuter le projet de reboisement lié au programme 1 milliard d'arbres dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires de Nyiragongo, chefferie de Bukumu, où une pépinière de 100 000 plantules vient d'être installée et dont j'invite la population à s'en approprier en la protégeant jusqu'à la phase de la plantation. C'est pourquoi je réitère mon vœu de voir tous les acteurs intervenant dans ce secteur à emboîter le pas au chef de l'État pour la sauvegarde de l'humanité. Je vous remercie. Retour à Kinshasa pour parler assainissement maintenant. L'usine Kintoko, projet de l'entreprise Okeplast, filiale du groupe Angèle, a été honorée le vendredi 5 août dernier par la visite de quelques membres du gouvernement central, conduit par Madame F. Basaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Après la visite de la chaîne de production, les membres de la délégation ont pris l'engagement d'accompagner cette usine qui participe à l'assainissement de la capitale congolaise tout en contribuant à l'économie circulaire. Le récit est signé Fabien Lubulu Bakayaka sur les images de Armen Ngoma et Landrine Nyangui-Lostine. C'est une visite qui fait suite à la promesse faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 14 avril 2022, d'accompagner le projet Kintoko. Accueilli à leur arrivée par Mehdi Atiye, directeur général de la société Okeplast, cette délégation gouvernementale a visité la salle d'exposition des produits fabriqués par Okeplast, spécialisée dans le plastique à son siège 6-15e rue Lumété industrielle. Juste après, le cortège s'est dirigé à l'usine Kintoko située sur l'avenue des Poids Lourds, à l'ex-Sokobelam, point d'orgue de cette journée. Sur place, sous les explications du numéro 1 de ces sociétés, ils ont visité toute la chaîne de recyclage des bouteilles plastiques partant du centre de réception, tri et compactage, les dépôts centrales des ballons de bouteilles compactées, les dépôts de granulés PET importés, l'usine proprement dite, la fabrication des préformes que les embouteilleurs peuvent acheter pour souffler de nouvelles bouteilles ainsi que l'unité de traitement des eaux usées. Au regard de la contribution de l'usine Kintoko dans l'assainissement de la ville et du maintien d'une économie circulaire, ces responsables départementaux étaient émerveillés, promettant le soutien au projet. Nous venons de visiter l'usine Kintoko. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que l'initiative ou la lutte que mène la VPM de l'environnement à travers son ministère pour assainir la ville. J'ai vu ça du concret aujourd'hui. Parce que les ramassages de bouteilles à travers la ville et c'est le recyclage de ces bouteilles dans cette grande usine, c'est vraiment un rendez-vous reçu et que nous ne pouvons qu'encourager la société d'aller de l'avant et au VPM de l'environnement d'aller avec cette politique pour assainir la ville. Nous avons vu la chaîne de production, du ramassage, du nettoyage, jusqu'à la fabrication des graines. Et ici, nous voulons encourager, parce que ce sont les initiatives locales,
les industries locales qu'on doit privilégier par rapport aux importations. Et je crois qu'au niveau du gouvernement, nous ne manquerons pas à soutenir la VPM afin que nous puissions diminuer les importations en ce qui concerne les industries qui sont ici, qui ne font que fabriquer sans recycler les emballages en plastique dans la ville de Kinshasa et à travers toute la République démocratique du Congo. Au cours du tête-à-tête avec leurs hôtes, les responsables de la société ont manifesté leur ambition de construire 4 autres usines de la dimension de Kintoko pour prétendre à un assainissement complet et atteindre la vitesse des croisières. Ils ont donc besoin de l'accompagnement sans faille du gouvernement. Aujourd'hui, Son Excellence la VPM, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui est la marraine du projet Kintoko, est venue avec d'autres membres du gouvernement. La vice-ministre des Finances, le vice-ministre du Budget, le directeur général de la SNEL, c'est pour venir voir ce que nous faisons et essayer de répondre à notre plaidoyer. Parce que nous avons déposé un plaidoyer, un cahier des charges. Le groupe Angel a des ambitions nobles pour la République démocratique du Congo. Nous avons non seulement investi pour mettre sur pied cette usine de recyclage, mais nous voulons aller plus loin. Nous allons doter très prochainement, si le gouvernement nous accompagne, comme il vient de nous le promettre. Le président nous l'avait promis, le Premier ministre était là. Au niveau du Conseil des ministres, l'option est élevée. Donc nous osons croire que nous serons accompagnés. Et dès que nous avons cet accompagnement, nous aurons non pas une usine, mais 5. Parce que l'usine de Kingabwa a la capacité de recycler 50 tonnes de bouteilles plastiques PET par jour. Au jour d'aujourd'hui, nous ramassons, nous collectons 25 à 26. On monte parfois jusqu'à 30 tonnes par jour. Nous allons tripler notre capacité. En entendant la concrétisation de cette promesse du gouvernement, Kintoko multiplie des actions sur le terrain, notamment la sensibilisation de la population et le curage des collecteurs, comme sur la rivière Kalamou sur le boulevard Saint-Louis et bientôt sur la rivière Mososo au niveau de la première rue limitée sur le boulevard Lumumba. Toujours avec les groupes Angel et conformément aux termes de la convention signée avec la ville de Kinshasa, la société Okeplast a mis en place une brigade d'assainissement. Celle-ci vient de relever le défi du curage de la rivière Kalamou sur les boulevards Saint-Louis. Fabien Loboulou, Bakayaka et Fanfan Makitou pour les détails. Joignant l'acte à la parole, le groupe Angel a mis en place une brigade d'assainissement dénommée Kintoko, composée de 100 jeunes formés et équipés pour l'assainissement. Celle-ci vient de faire ses preuves en curant la rivière Kalamou sous le pont Saint-Louis à la grande satisfaction de la population quinoise. Jérôme Sekana, délégué général de ces groupes, a en marge de cette visite des membres du gouvernement central à l'usine Kintoko, tenu à présenter quelques hauts faits de cette brigade. Si nous vous avons amené ici, c'est pour vous montrer le résultat de notre partenariat avec la ville de Kinshasa. Kinshasa Bopeto, ce n'est pas un slogan. Lorsque son Excellence Gentini Gobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, avait lancé sa vision Kinshasa Bopeto, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que cette vision allait permettre l'installation d'une grande usine comme celle que nous avons. Et 4 autres sont en train d'arriver. Alors, comme nous avons pris l'engagement d'accompagner la ville, mais aussi le gouvernement central, dans la sensibilisation, nous avons ciblé quelques chantiers. Notamment ici, le collecteur de Kalamou, au niveau de Pont Saint-Louis. Tout le monde sait dans quel état s'est trouvé cet endroit. D'ailleurs, la VPM F. Bazaïba était venue ramasser les bouteilles ici. C'était une poubelle extraordinaire. Donc le pont menaçait même de s'écrouler. Et grâce à cette brigade du groupe Angel que vous voyez, nous avons des équipements, nous avons de l'autre côté, ce sont des jeunes qui nous aident à ramasser les bouteilles. Nous avons une centaine.
Et ici, vous avez des hommes grenouilles qui nous ont permis, là où les engins n'entrent pas, par exemple sous les ponts, c'est eux qui ont fait le travail. Et nous avons sorti sous ces ponts une dizaine de tonnes d'immondices, des épaves des véhicules, des frigos, des habits, des cartons, des morceaux de bois mort. On a tout retiré et aujourd'hui, l'eau coule. Les journalistes, nous leur avions dit que l'eau va couler ici. Ils ne croyaient pas en nous, mais aujourd'hui, c'est chose faite. L'eau coule. Mais pour que Kinshasa redevienne encore Kinlabel, Potomoindo, les Kinois doivent cesser d'être seulement des habitants de Kinshasa, mais doivent devenir aussi des citoyens de leur ville en adoptant un comportement patriotique des éco-Kinois. Pour cela, les autorités doivent multiplier des campagnes de sensibilisation au civisme et en même temps utiliser la chicotte pour redresser les récalcitrants. Ce que l'on observe déjà à Sendoué est révoltant, constate Jérôme Sekana. Vous pouvez vous imaginer, pendant que nous sommes en train de cuirer cet endroit, il y a des compatriotes kinois qui jettent les ordures dans les collecteurs. Les collecteurs n'est pas une poubelle. Comment on peut se permettre de jeter les ordures ménagères dans les collecteurs, tout en sachant très bien que les bouteilles en plastique vont aller s'accumuler sous le pont et peuvent aller jusqu'au niveau des barrages hydroélectriques d'Inga, bloquer les turbines. Donc nous devons comprendre que nous devons nous discipliner. Le collecteur n'est pas une poubelle. Et cet endroit, nous voulons qu'il demeure propre. Tous ceux qui ont l'habitude de jeter les ordures ménagères dans les collecteurs doivent arrêter. Nous remercions son Excellence Gentini Gombilambaka pour l'accompagnement. Nous remercions notre marraine F. Bazaïba pour son accompagnement. Mais il faut que le gouvernement puisse concrétiser toutes ces promesses. Les promesses faites d'ailleurs par le président de la République 14 avril 2022 lorsqu'il est venu inaugurer. L'assainissement étant une affaire de tous, chacun est donc interpellé. Place à présent à votre rubrique événements à venir. Quels sont les faits qui vont faire l'actualité environnementale dans les jours à venir? Madame, messieurs, sachez qu'il va se tenir à Kinshasa du 22 au 26 août 2022 la 7e semaine africaine de la forêt et de la faune sauvage. Sera observée simultanément au cours de la semaine. Ces assises auront comme thème commun observé pour cette session le rôle des forêts et de la faune sauvage pour renforcer la résilience et la relance suite aux crises et menaces. Ce thème vise à mettre en valeur la richesse des forêts, de la faune et les arbres du continent africain et ses îles pour fournir une vaste gamme de produits et de services écosystémiques utiles à la fois pour les communautés locales et à l'échelle mondiale et leur rôle clé dans l'accélération de la transformation vers des sociétés qui simultanément préservent la nature, assurent mieux le bien-être humain et génèrent des revenus en particulier pour les populations rurales. Un autre événement, c'est le 5e congrès Impact 5, réunira des professionnels de la conservation des océans pour tracer la voie vers la protection des 30% de l'océan mondial d'ici 2030. Impact 5 vise à offrir une opportunité à la communauté mondiale des gestionnaires, praticiens et décideurs de la conservation marine, échanger des connaissances, des expériences et de bonnes pratiques pour renforcer la conservation de la biodiversité marine et protéger le patrimoine naturel et culturel de l'océan. Ces objectifs sont, entre autres, de fournir une opportunité au pays de se réunir pour élaborer une feuille de route vers un cadre de biodiversité post-2020 pour la conservation des océans et présenter les rôles importants des aires marines protégées dans la lutte contre la crise climatique et la conservation de la biodiversité dans un monde post-pandémique. Impact 5 se terminera par un sommet des dirigeants d'une journée au cours duquel les représentants du gouvernement participant entendront les résultats du congrès, aborderont les questions clés et
affirmeront leur engagement en faveur de l'expansion de la protection des océans. Du 5 au 5 septembre 2022, Yangambi, dans la province de la Chopo, va accueillir les segments des scientifiques des travaux préparatoires de la COP27 en collaboration avec l'Égypte. Il faut signaler que la CBI a été créée en vertu de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine qui a été signée à Washington DC, États-Unis, le 2 décembre 1946. Le préambule de la Convention stipule que son objectif est d'assurer la bonne conservation des stocks de baleines et donc rendre possible le développement ordonné de l'industrie baleinière. Une partie intégrante de la Convention est son annexe juridiquement contraignante. L'annexe énonce des mesures spécifiques que la CBI a collectivement jugées nécessaires pour réglementer la chasse à la baleine et conserver les stocks des baleines. La réunion biennale de la commission de la CBI rassemble environ 400 personnes, dont des délégués gouvernementaux, des observateurs de gouvernements non membres et d'autres organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales ONG et des représentants des médias. Madame, Messieurs, terminons cette rubrique événements à venir par les COFO 26. Sachez que les sessions biennales du COFO rassemblent le chef des services forestiers et d'autres hauts fonctionnaires pour identifier les problèmes politiques et techniques émergents, rechercher des solutions et conseiller la FAO et d'autres sur les mesures appropriées. Voilà tout pour les événements à venir. Madame, Messieurs, c'en est fini aujourd'hui pour RDC Environnement. Merci à Mouzembe Guillet de Gonzac qui l'a réalisé et Ruben Mayoninsia Kiyunga qui l'a préparé. Et merci surtout à vous tous de nous avoir suivis depuis Kisangani dans la province de la Chopo et Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.